Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Apolline. Merci d'être dans mon studio ce matin. Je voudrais que vous répondiez à beaucoup de questions qu'on se pose après évidemment les décisions de Donald Trump. On parle à nouveau des mots comme inflation, on parle à nouveau d'extrême tension sur les marchés. On parle aussi de la difficulté qu'ont vont avoir nos commerçants à pouvoir vendre là-bas, nos commerçants, nos producteurs. D'abord, est-ce que vous êtes inquiet, Michel-Édouard Leclerc? Ah oui, ça chamboule beaucoup de choses. Et puis c'est surtout là, tout le monde commande l'actualité dans l'immédiateté, mais ce n'est que le début d'une grande négociation qu'impose l'Amérique, qui casse la table, comme on dit, mais qui va impacter, par exemple, la France dans ce qu'elle exportait aux États-Unis, mais qui va aussi impacter la France dans la réaction de tous les autres pays qui, ne pouvant pas vendre aux États-Unis, vont essayer de dégager leurs produits sur l'Europe et donc sur la France. Donc je suis pas sûr qu'il faut se protéger et négocier le flanc ouest, mais il faut faire la même chose sur le flanc sud-est, sur la zone Indo-Pacifique. Donc c'est un jeu de dominos dont on voit bien comment il va tomber. Mais c'est un jeu qu'il va nous falloir reconstruire. Et je vais oser dire ça, mais il y en a pour 10 ans. Parce que c'est la fin d'un ordre. C'est pas simplement un coup de gueule, un gars qui renverse la table. Non, c'était déjà en gestation. On le voit bien sur le plan militaire. L'Amérique aussi change de stratégie et d'alliés, en tout cas de perspective de zone de sécurité. Elle regarde plus la zone Indo-Pacifique que l'Europe, donc elle nous dit j'ai payé beaucoup, raboulé l'argent et puis on va sans doute enlever des soldats, donc ça nous oblige. Et puis sur le plan commercial, là aussi on voit bien, il y a presque une sorte de haine de l'Europe, de la manière dont c'est dit. Je pense pas que ça existe, mais il y a... En tout cas, dans l'expression, dans la communication, c'est extrêmement vif. Ça l'a été encore à nouveau cette nuit, avec des propos de Donald Trump qui montrent qu'il n'est pas question pour lui de revenir en arrière. Là, vous nous avez dressé un tableau avec effectivement des conséquences qu'on n'imaginait pas. On a un peu le nez sur le guidon, si je puis me permettre, depuis 24 heures, à penser uniquement aux heures qui viennent, à la question des négociations immédiates, à la question du cours de la bourse. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous dites dès le début de cet entretien, c'est cette question d'un renversement d'un nouvel ordre, avec effectivement ce qui se passe aux États-Unis, mais les conséquences. C'est-à-dire qu'au fond, vous nous voyez aussi comme dans un jeu de prédateurs. Désormais, nous pouvons être vus comme des proies potentielles pour ceux qui ne pourraient plus, j'allais dire, déverser leurs marchandises ailleurs. C'est ça. En fait, on avait quelques accords bilatéraux, très peu, les Français arrivaient derrière, mais c'est en général sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce, qui nous allait très bien, nous les universalistes, on aime le droit, on est le pays du droit, tout ça semblait à peu près s'articuler, et là, quand tout le monde s'en échappe, il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de règles. Est-ce que c'est à nouveau une sorte de monde de droit de la jungle, quoi? Oui, c'est la loi du plus fort. Et donc, il faut trouver le Tarzan qui va passer de liane en liane pour essayer de faire en sorte que les animaux de la forêt ne se mangent pas. On en est là. Au moment où on se parle, on en est là. Alors, pour le moment, on a un orang-outan, pardon pour la comparaison, mais il monte sur le ring, il fait « Moi, c'est nous, Maga, allez, alignez-vous, montez sur le ring et donnez-moi ce que vous avez à donner. » Après, la question est de savoir comment il faut lui répondre. Est-ce qu'on lui répond seul? Est-ce qu'on lui répond en européen volontaire ou en européen institutionnel, parce que c'est pas les mêmes pays. Il y a des pays comme Erdogan, la Hongrie, elle joue pas à la partition pour le moment avec nous. Et puis, du coup, il faut qu'on se retourne aussi, parce que les Chinois, eux, disent, dis donc, tu vas pas nous la faire. Ce sont les Chinois qui détiennent les devises américaines, hein. Ce sont les Chinois qui détiennent Hollywood. Ce sont les Chinois aussi qui ont fait la valeur du dollar. Donc les Chinois, en fait, Trump fait l'erreur, en fait, de déclencher une guerre où il va être tout seul contre le monde. Tout seul contre le monde. Et donc, c'est une négociation qui est vachement dure à mener. Et nous, dans cette histoire-là, est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que ça aura des conséquences sur l'inflation qui pourrait à nouveau remonter? C'est ce qu'a immédiatement dit Ursula von der Leyen. On avait enfin réussi à la juguler. Est-ce que vous anticipez une reprise de l'inflation? Oui, absolument. Et une inflation structurelle cette fois-ci. Là, dans un premier temps... Ça veut dire que ce ne serait pas une inflation ponctuelle qu'on arriverait à faire redescendre. On va se réinstaller dans une inflation durable? Oui, je crains ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est sûr pour les Américains, les droits de douane, c'est un impôt. Son public n'a pas très bien compris, mais tous les impôts
qui vont être mis sur les produits chinois, etc., c'est les Américains qui vont les payer plus cher. C'est-à-dire que quand ils vont importer, ils vont payer ces 20% de plus sur le produit importé. Pour l'ouvrier américain, pour l'agriculteur américain, pour le consommateur américain, c'est une inflation qui va atteindre 4-5%, je pense, à la fin de l'année déjà. Parce que ce dont on parle, ce ne sont pas des commandes fermes, ce sont des indicateurs, c'est pas encore négocié, mais vous voyez bien, ce droit de douane est un impôt pour les Américains. Bon, nous, ce qui va se passer en France, c'est qu'on va sans doute se voir fermer certains marchés aux États-Unis. Dans le luxe, peut-être qu'on arrivera à amortir des droits de douane ou à mieux les renégocier. Mais par exemple, nos producteurs laitiers sont coincés parce que l'Amérique est un très très gros importateur de poudre de lait. Et le poudre de lait de Lactalis, de Yoplait, Danone, c'est un indicateur du marché du lait. Alors là, c'est l'effet inverse. Dans un premier temps, ça va faire chuter le prix du lait. Parce qu'il y a une spéculation derrière ? Parce qu'il y aura trop de lait. Le lait qu'on n'aura pas vendu aux États-Unis, on va se le retrouver avec, si on ne peut pas le dégager sur l'Afrique. J'allais dire presque tant mieux à court terme pour nous, parce que nous, consommateurs européens, on va le payer un peu moins cher. Voilà, mais il ne faut pas se réjouir trop vite, parce que c'est juste du court terme, parce que tout de suite après, ça veut dire que ce marché étant perdu, on va demander aux éleveurs, ou les éleveurs vont devoir produire moins de lait. Donc peut-être licencier, peut-être fermer des exploitations, peut-être fermer des usines de fabrication de fromage et tout ça. Donc il faut serrer. C'est un jeu, je vous dis, ce sont des dominos. Hein. Et puis quand vous regardez vers la Chine, parce que tout le monde parle de la relation franco-américaine, parce on est déçus. On est déçus, on était tous amoureux de l'Amérique, on est tous... Trump, avec son brutal power, casse ce qui faisait qu'on aimait l'Amérique, le mythe. Le soft power, ce pour lequel on reçoit les acteurs à Deauville ou à Cannes. Un pouvoir qui serait plus un pouvoir d'influence, qui nous fascinait, et là qui est devenu effectivement extrêmement brutal. Et ça, on va revenir là-dessus. Il fait ça, d'accord ? Mais il fait ça à l'égard de toutes les populations du monde. Et donc, aujourd'hui, par exemple, la Chine, si elle ne trouve pas les débouchés américains, elle va nous refaire le coup des voitures. Si ces voitures ne peuvent pas aller aux États-Unis, elles vont venir en France. Et de manière très agressive. Lorsque vous dites, par exemple, quand vous parlez de la question du prix du lait qui va à court terme baisser, mais qui ensuite aura des conséquences sur l'emploi, ça veut dire que si je me projette dans les rayons, dans les tout prochains mois, il pourrait y avoir une baisse des produits laitiers, des yaourts, de tous les produits laitiers. À moyen terme, en revanche, ces produits auraient leur prix qui remonte. Quels sont les prix qui, à court terme, pourraient avoir leur prix qui monte tout de suite ? À moyen terme, ça va pas se... Là, ce que je décline, c'est ce qu'on voit et c'est l'impact. Mais la Commission européenne a reçu mandat, et je crois que personne ne conteste trop ce mandat unique. Madame van der Leyen va aller renégocier tout ça, d'accord ? Et donc, je ne sais pas ce qui va rester de tous ces effets d'annonce qui font le show, qui font le bise. Moi, je pense que quand même, les friqués américains, les oligarques américains, là, qui ont perdu beaucoup d'argent, ils vont quand même réfléchir à deux fois. Et puis, les associations de consommateurs américains, les républicains vont se dire, oh là 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 là, on nous entraîne. Ça, c'est notre marge de manœuvre. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas seulement une négociation entre nous et Donald Trump, mais aussi au sein de son administration, au sein de son électorat. Il peut y avoir quand même un certain nombre de limites. Et les cours de la bourse qui se sont effondrés hier, qui remontent légèrement, semble-t-il, ce matin, pourraient en être aussi l'un des indicateurs pour lui. C'est quelqu'un de très clanique. Il n'est pas du tout con, il est mal éduqué, il dit des choses perverses, compliquées. C'est une sorte de Berlusconi puissance 10. Mais par contre, à chaque fois, il y a du fond. C'est simplement qu'il prend les dossiers de fond et il les dit mal. Et là, il déclenche une guerre que l'Amérique n'est pas capable de mener toute seule. Et c'est notre chance. Et c'est ça que je voudrais dire. Ça veut dire quoi, c'est notre chance ? Concrètement, ça se traduira comment ? Eh bien, là où nous, on posait le débat de l'Europe uniquement en termes institutionnels, surcroît administrative, trop de normes et tout, ben là, nos normes vont servir. On va les appliquer aux GAFA, on va les appliquer aux mouvements financiers, on va taxer aussi ces flux-là, parce que l'Amérique, les États-Unis sont déficitaires du point de vue, ils exportent moins que nous, mais dans les services, on est tous aliénés par les appareils, le multimédia. C'est Microsoft, c'est Outlook dans les entreprises, exactement. Tout ça, c'est américain. Voilà, et ça, c'est une base sur laquelle la Commission européenne va proposer de mettre des impôts, des normes, des choses qui vont nous redonner la main.
d'accord, dans la négociation. Est-ce que vous, Michel-Édouard Leclerc, vous travaillez beaucoup avec les États-Unis? Ou est-ce qu'au fond, ça n'est pas véritablement une filière dont on importe les produits du quotidien? Non, on peut aider un peu les acteurs qui ne vendront pas aux États-Unis. Mais on vend déjà beaucoup de vin. Puis n'oubliez pas, il n'y a pas que la France qui sera touchée sur le vin, l'Italie aussi, l'Espagne aussi. Ce sont des pays gros exportateurs de vin. Donc la distribution, en tout cas, elle peut aider. Et les chefs d'entreprise, c'est ça mon idée, les chefs d'entreprise doivent tenir un discours, et le président de la République a raison, qui ne doit pas servir que l'intérêt de leur boîte. On doit apporter notre discours, y compris un peu menaçant, à la Commission européenne pour qu'elle puisse bien négocier. On doit faire collectif, dit le président de la République. Et moi, je suis d'accord avec ça. Avec cette question-là, d'ailleurs, avant qu'on ne passe vraiment rayon par rayon, parce que vous avez dit qu'on allait retrouver une forme d'inflation structurelle, je voudrais qu'on comprenne ce que ça représente pour le foyer des Français. Michel-Édouard Leclerc, quand vous dites qu'il faut jouer collectif, et je suis plutôt d'accord avec ça, ça veut dire que vous adhérez plutôt au message d'Emmanuel Macron qu'il a lancé au patron français, quand il dit... en gros, je vous demande de geler vos investissements aux États-Unis, au moins le temps que ça se calme, de jouer patriote, quoi. Est-ce que ça, vous l'entendez, ça? Oui, et d'ailleurs, ça a suscité une petite polémique quand je me suis impliqué un peu trop tôt, enfin en tout cas un peu avant. Vous aviez répondu en gros à notamment Bernard Arnault, qui l'un des premiers, en revenant justement de l'intronisation de Donald Trump, avait parlé du mirage américain, du fait que ça pouvait être très séduisant pour des patrons français. Vous aviez dit mais pas question. Oui, d'abord vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis des Français. On fait du Made in France, on est dans des territoires, donc on commence pas par dire chez Musk c'est mieux, ça c'est clair. En tout cas, je ne suis pas de ce camp-là. On a beaucoup de critiques à faire sur le trop de charges en France, sur trop de normes, mais pour autant le modèle américain on n'en veut pas. Enfin, je me mets à la place de tous les salariés des centres Leclerc. Bon, après c'est plus facile quand on a de la grande distribution sur le sol français que quand on doit vendre des produits ailleurs. Vous ne faites pas le même métier. Mais c'est peut-être parce que peu importe que ce soit facile ou moins pour le dire, je veux pas de ce modèle-là. Vous ne voulez pas de ce modèle-là et vous considérez donc qu'aujourd'hui, ce que dit Emmanuel Macron tout haut, c'est un peu ce que vous disiez finalement il y a un mois. Absolument, si je puis me permettre, je trouve qu'il a raison de le dire. Alors évidemment, à moyen terme, il faut qu'on investisse aux États-Unis, qu'on développe des courants d'affaires là-bas, comme d'ailleurs dans les autres pays du monde. Mais aujourd'hui, on ne se précipite pas à l'appel pour monter sur le ring. Il faut jouer collectif, que ce soit M. Saadé avec les ports, que ce soit M. Bernard Arnault avec ses ateliers et plein d'autres entreprises. Vous leur demandez à vos... Non, je leur demande rien. Je dis simplement ce serait bien. Si je puis me permettre, de jouer le jeu de ce collectif, de ce patriotisme économique? Ce que je demanderais bien, c'est à mes fournisseurs implantés sur le sol français, qui n'importent pas mais qui produisent en France sous des marques américaines, j'adorerais, j'aimerais, ça les honorerait aux yeux des Français s'ils prenaient leur téléphone et qu'ils appelaient Washington en disant « Nous, on est aimés ici, nous, McDo, nous, Coca-Cola, on ne fait pas partie du deal là, de négociation parce qu'on produit en France. » Mais on aimerait que vous compreniez, vous, administration républicaine, administration Trump, que vous êtes en train de casser, au-delà, pour une histoire de fric, vous êtes en train de casser une relation de très long terme entre l'Europe et l'Amérique. Ça, j'aimerais qu'ils fassent ça. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut pousser les consommateurs à boycotter les produits américains. C'est nul, ça. On va sur l'escalade, ça amène à rien. Mais quand même, est-ce que vous savez qu'il y a 4500 entreprises américaines en France qui créent 450 000 emplois, 470 000 emplois en France. Vous pensez à McDo, vous pensez à Coca, vous pensez à Pepsi. Ça, c'est des marques américaines, mais qui font de l'emploi en France. Les chips Soleil, Tropicana, Lipton, Milka Chocolat, General Mills avec Géant Vert, Colgate Palmolive, Ajax, Soupline, tout ça c'est américain. C'est des bonnes boîtes, c'est des belles marques. Elles sont sur le territoire français, elles ont investi. C'est ce que Trump rêve de faire, c'est d'attirer des capitaux là-bas. Donc elles sont chez nous. Donc je voudrais que dans le côté brouillon de sa politique, dans le côté brutal de sa politique, Trump ne casse pas ce que nous avons construit structurellement avec les Américains. Vous appelez les patrons de ces marques sur le sol français à prendre leur téléphone et à dire cela de l'autre côté de l'Atlantique. Parce qu'au-delà du business, la diplomatie, la relation amicale, la relation transatlantique, c'est pas que du fric. Et ça, c'est un marchand qui le dit. Je pense qu'il y a une très très grosse confusion. Il ramène tout au pognon. L'OTAN, les droits de douane, mais
McDo a construit une relation de confiance avec les Français dans leur vie quotidienne. Je vais dire un truc un peu vulgaire, mais dans sa bouche, on a l'impression que l'amour et la fraternité, c'est que tarifé, quoi. Et donc, l'Alliance Atlantique, c'est quand même des choses qui sont fondées sur des valeurs plus fortes. Quand M. Vance vient nous dire que il y a plus le vice-président américain vient nous dire que nous n'avons plus de valeurs. C'est eux qui cassent ces valeurs, parce que nous, on attribue peut-être de manière mythique, mais on attribue beaucoup de valeurs à l'Amérique. L'Amérique de l'innovation, l'Amérique des entrepreneurs, du cinéma, d'Hollywood, etc. Et ils sont en train de casser ça. Michel-Édouard Leclerc. Et si on casse ça, ça a des répercussions sur Poutine, ça a des répercussions sur la guerre en Ukraine. Si cette alliance est effritée par tous les bouts, alors il casse tout ce système qui tenait par le commerce, qui tenait par l'intérêt, mais qui tenait aussi par la diplomatie. Et du coup, il donne carte blanche à Poutine. Michel-Édouard Leclerc, quand vous dites on va retrouver une forme d'inflation structurelle, ça veut dire quel genre de pourcentage et de manière pérenne, permanente, mois après mois? 2025, je ne vois pas de coût d'inflation en particulier. D'accord. Mais à partir de 2026, suite aux négociations qui auront lieu, tous les produits du Vietnam, de Corée, du Sud-Est asiatique voulaient rentrer aux États-Unis, vont essayer de rentrer vers l'Amérique latine ou vers l'Europe. Et là, ça va avoir apparemment un effet déflationniste, mais ce sont nos sociétés françaises qui vont pas pouvoir tenir ce cas. Et donc, il va y avoir du chômage. Il peut y avoir du chômage, je ne suis pas catastrophiste, il peut y avoir du chômage, des licenciements, des faillites. Et c'est ça qu'il faut anticiper. À court terme, et pour toute autre raison, il y a les prix du café, les prix du beurre et les prix du chocolat notamment qui sont en très nette hausse. Ouais. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que ça va durer? Non, ça ne va pas durer, mais c'est vraiment... il y a eu vraiment des hausses. Le chocolat, je crois, a augmenté de 65%. Mais notamment sur les marques distributeurs. Ça, c'est normal. Elles contiennent plus de matières premières, mais elles sont quand même 35% moins chères que les marques nationales. Mais ça surprend toujours dans un magasin. Le beurre ? Alors le beurre, c'est qu'il y a un déficit de certains beurres. Le beurre tendre, je crois. Je suis pas compétent. Mais j'en mange plus parce que je fais trop de cholestérol. Bon. Mais enfin, vous en vendez quand même. Vous en mangez peut-être plus, mais vous en vendez. Il y a un déficit de beurre tendre, je crois. Et donc, on va le chercher ailleurs. Donc ponctuellement, il y en a moins. L'hygiène, je voudrais qu'on en dise un mot également, puisque les méga promos sur tous les produits d'hygiène ont été interdits par la fameuse loi Descrozaille, qui devrait être rediscutée cet après-midi, mais je crois que vous avez assez peu d'espoir de pouvoir revenir dessus. Mais concrètement, ça a eu des conséquences très nettes. On le voit dans les dernières études, et notamment cette étude menée par l'IFOP. 47% des Français qui disent limiter leur consommation de produits d'hygiène, 17% qui arbitrent entre l'achat de nourriture et les produits d'hygiène. Est-ce que vous le constatez? Oui, ce qui m'émeut, qui me met en colère quelquefois, mais surtout qui fait que je ne comprends pas que des élus de la nation qui savent que le pouvoir d'achat, c'est le thème prioritaire des Français, vont proroger des systèmes qui m'empêchent de faire des super promos et en fait de vendre moins cher des couches, des produits d'entretien, des produits de protection menstruelle et tout ça. Je ne sais pas dans l'intérêt de qui on me fait faire ça. Le maximum que vous puissiez faire désormais, c'est 2 produits achetés, 1 produit offert. C'est-à-dire 30% de promo. C'est le max. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Alors là, ils vont peut-être faire... Je les encourage à revoir la copie cet après-midi. Mais c'est quand même extraordinaire que dans cette répartition des cartes, avec cette implication sur le pouvoir d'achat, sur la consommation, à l'Assemblée nationale, il y a des groupes parlementaires. Alors, ils sont un peu divisés là en ce moment, mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas le temps de les faire éclater, de les faire revenir au bon sens et à la raison. Je ne comprends pas qu'on ne prenne pas des mesures pour le pouvoir d'achat qui pourraient rassurer les Français, alors qu'on leur tient un discours catastrophique par ailleurs. Réponse cet après-midi. Et puis les carburants, ça c'est la bonne nouvelle dans ce moment-là, c'est que l'une des réponses indirectes aux propos de Donald Trump, c'est malgré tout cette baisse des prix du baril et donc du carburant à la pompe. Est-ce que là, ça va durer? Est-ce qu'on va se réinstaller dans une essence moins chère? Durer longtemps, je ne sais pas, mais là, durer sur 2 mois, je pense. Le prix des carburants est à la baisse. Le prix du pétrole brut est à la baisse.
D'abord, Trump a fait une erreur stratégique. Il a dit à tout le monde de creuser des puits parce qu'il se voulait être anti-écolo. Or, ça coûte très cher, les puits américains. Il faut que le baril soit au moins à $80 le baril pour aller chercher le pétrole américain. Les producteurs de l'OPEP avaient décidé de ne pas laisser les Américains produire. Donc, pour prendre des parts de marché, ils ont produit plus aussi, il y a plus de stock. Et les Chinois, avec un petit peu de récession, ont acheté moins de pétrole. Donc, de ce fait, la matière première qui nous sert à faire des carburants est en train de descendre. Dans les stations-service, dès cette semaine, ça commence à descendre. C'est par des petits centimes, etc. Il n'y a pas toujours de lien entre le pétrole brut et la qualité du carburant. Est-ce que ça veut dire que pendant les semaines qui viennent, on va continuer à voir le prix à la pompe baisser? Je pense que ça va durer au moins 2 mois. Après, vous savez, il suffit d'une mesure choc ou d'une crise à Gaza ou un nouveau truc et ça repart. C'est hautement inflammable, on le sait. Merci Michel-Édouard Leclerc pour ces prévisions avec vous ce matin. Vous qui êtes bien sûr à la tête des établissements Leclerc, président du comité exécutif. Merci à vous. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.